Alors en fait, avec ces représentations de la variole, tu m'as donné une transition excellente que j'avais oublié de traiter, qui est les rapports entre variole et pourvoyance médicale. Enfin, c'est, plus exactement, c'est statues africaines. Vous savez, vous ne savez pas que dans les systèmes vaudous, un des dieux, une des entités, est caractérisé justement par des représentations de la variole. Et en fait, on retrouve la notion que pour rentrer dans ce système-là, il faut soi-même avoir été atteint par, entre guillemets, la variole, tu as bien défini que c'est une entité qui dépasse largement la variole, et que ça nous renvoie à la pourvoyance médicale, qui est en gros, qu'est-ce qui nous amène à choisir le type de profession que nous exerçons, à nous charger des miasmes, de la souffrance de l'autre. Enfin, en ce qui me concerne, vu ma pratique, ma charge est assez limitée. Mais, et en fait, le philosophe Albert Memmi retrouvait trois types de logique. Une première logique, c'est une logique de reproduction sociale, c'est classique. Une deuxième logique est une logique, entre guillemets, d'ascension sociale, ou en tout cas d'assurer ses revenus. Et la troisième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est une épreuve relative à la mort, la maladie, le malheur dans sa propre petite enfance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on soit guérisseur vaudou ou qu'on soit infirmier, médecin ou autre dans nos propres systèmes, pour un grand nombre d'entre nous, justement, cette initiation, ce changement produit par ce vécu de la maladie dans la petite enfance est tout à fait déterminant. J'ai terminé cette transition. Je vais vous parler, en fait, dans cet exposé très rapide, introductif, et à la fois de notions que vous connaissez, et en même temps de décaler un petit peu le regard. La première chose, ça va être la couleur de la peau et les hiérarchies. La deuxième, ça va être le racisme et les odeurs corporelles et les odeurs de la peau. Et puis la troisième va être les effractions cutanées sur peau subsaharienne, donc peau noire, avec ces kéloïdes extrêmement fréquentes. Et là, je vous ai mis une photo d'une publication que nous avons passée. Mais nous parlerons également, et à cette occasion, des scarifications volontaires, esthétiques, thérapeutiques. Nous parlerons également des fausses scarifications, des fausses blessures avec les guérisseurs, entre guillemets, aux mains nues qui extraient des objets en transcutanés. J'essaierai de vous montrer aussi comment on peut penser les processus d'efficacité des thérapies qu'on retrouve en Afrique centrale, mais pas seulement, basées sur des scarifications et une application d'une pâte remède, et la façon dont on peut penser des processus d'efficacité, que ce soit pour un garçon qui se fait scarifier pour aller à la chasse, ou que ce soit pour des douleurs. Et puis, pour terminer, nous envisagerons les représentations de différentes maladies que vous connaissez, du type la lèpre et le piétinement d'une feuille de chigwang en Afrique centrale. Donc, je joue un jeu où je vous laisse lire le texte en commentant. Donc, une exposition sur la peau qui a eu lieu récemment au Musée de l'Homme. Les photos en haut à droite et à gauche représentent en fait la même jeune fille, mais à l'occasion d'un milieu extrêmement pauvre de Malika, dans la banlieue de Dakar, à quelques années de différence, et lors de son mariage, avec cette valorisation extrême de ce blanchiment. Et puis, dans un article que j'ai trouvé avant-hier sur des préservatifs ougandais qui étaient percés, 2 millions de préservatifs qui est retiré du lot, je suis tombé sur cette représentation où vous voyez toujours ces représentations de la couleur de la peau, qui fait que dans de très nombreux milieux, tout en valorisant certainement les peaux noires, il y a quand même une attirance et des processus d'ascension sociale vers des peaux claires. C'est très marquant, par exemple, en milieu peul, où la beauté peul est valorisée par rapport à des critères dont la peau claire est tout à fait pertinente. Et bon, ce qui en particulier nous explique ces produits blanchissants, dépigmentants, sur lesquels nous aurons un exposé, je ne m'étends pas. L'idée aussi, c'est la peau, c'est de parler des toilettes quotidiennes en Afrique subsaharienne, remarquables dès la naissance par leur tonus, le recouvrement intégral de l'enveloppe cutanée, l'usage énergique d'un outil abrasif, ce sont des toilettes avec peeling, comme on dit, et éponge végétable, fil de palmier, chiffon, gants de toilette, morceaux de filet de pêche, et puis suivi, plus rarement précédé, par l'application énergique d'un corps gras. Il s'agit en fait de massages vigoureux associés à une gymnastique précise, exécutée selon un schéma corporel culturellement original et transmis par les femmes de génération en génération. Et donc je vais vous présenter quelques toilettes justement d'enfants. Pour ceux qui les connaissent, vous ne découvrirez strictement rien.
Et l'idée de cette toilette, qui est un temps d'interaction extrêmement intense entre la mère et l'enfant. Je vous rappelle ce que les données de puériculture qui étaient, je m'éloigne de la dermato, mais qui montraient que dans les civilisations du Sud où les interactions mère et corps social avec l'enfant étaient extrêmement nombreuses, on a un développement psychomoteur extrêmement rapide jusqu'à 12 mois, et ensuite des processus de stagnation. Ça a beaucoup inspiré la puériculture française, enfin européenne, à partir des années 60, notamment avec les enfances indiennes. Et ce que je veux vous montrer, donc une toilette où il n'y a pas 1 cm² de peau qui n'est pas touché, et notamment avec du savon dans les yeux, qui nous renvoie à une notion, là aussi je m'éloigne un petit peu de la dermato proprement dite, qui est que nous avons appris en psychanalyse avec Freud l'importance des orifices urogénitaux anaux et des contrôles sphinctériens, mais on ne s'est pas penché sur le fait que les autres orifices, qu'ils soient réels ou fantasmatiques, sont aussi l'objet de traitements tout à fait précis. Et vous voyez ce savon dans les yeux qui nous étonne en se demandant comment cet enfant peut ne pas hurler, est lié tout à fait à une habituation, si j'ose dire, de l'enfant dès la petite enfance à ne pas plisser les yeux très fort et non pas avoir de processus d'éversion ou d'inversion des muqueuses quand il rouvre les yeux, et qui est en fait un processus qui est formaté très tôt. J'ai la même chose dans un film de toilettes d'enfants, de jeux d'enfants au bord de l'Oubangui, où les bébés nageurs, nous ne les avons pas inventés, désolé, mais dans ces civilisations de piroguiers qui se renversent très facilement, on voit un jeu d'enfants où là, c'est un autre type d'orifice qui est contrôlé. Et bien évidemment, les orifices urogénitaux sont contrôlés très rapidement avec des processus de stimulation que nous connaissons bien. En rappelant que, par exemple, dans cette toilette, on est dans un système de culture islamique avec main droite, main gauche, la main gauche étant réservée à la souillure, la main droite à la propreté, ce qui implique aussi en soins infirmiers et en auto-attouchement, qui est un des thèmes qui terminera mon exposé, qu'un certain nombre de pathologies dermatologiques infectieuses en particulier sont liées à des auto-attouchements permanents, ne respectant pas les règles du système proprement dit, et je vous raconterai sur la fin comment je suis intervenu avec un succès entre guillemets miraculeux sur des herpès circinées, en commençant d'abord par restructurer la personne qui n'était pas consciente de ces auto-attouchements indifférents main droite, main gauche, et en la rappelant à l'ordre sur le fait que si elle avait à toucher des choses souillées, elle devait les toucher avec la main gauche et pas avec la main droite, et lui faire prendre conscience de ces auto-attouchements. Une autre toilette d'enfant, plus pour vous montrer ces fameux massages qui pour les nouveau-nés, précèdent ou suivent, mais là, dans le cas présent, c'est un nouveau-né du jour, si j'ose dire, de la nuit, le précède la toilette à l'eau proprement dite, avec un recouvrement de l'ensemble de la surface corporelle, des manipulations extrêmement toniques, donc vous allez avoir les classiques images de suspension de l'enfant par le cou, par les pieds, et qui sont totalement associées à la toilette proprement dite, et qui participent aussi quelque part de la construction d'une espèce de façonnage, de stimulation du corps, de segments corporels, et qui, quelque part, joue certainement un rôle important dans des attitudes posturales, dans des façons de se tenir, et qui ne relèvent pas de l'inné, mais qui relèvent de l'acquis. Et vous voyez, c'est tout le corps qui est quasiment reconstruit, avec notamment, vous verrez, une attention sur la partie médiane du corps, là où on attache la ficelle et qui va déterminer là aussi les processus de cambrure que peut avoir l'enfant. Tous ces films sont accessibles, copiables gratuitement sur la vidéothèque, dont je vous resignalerai, et donc tout à fait utilisables pour des pédagogies et les usages que vous jugerez utiles, évidemment. Or, ça, c'est les grandes classiques qui ne manquent pas d'émouvoir ceux qui les voient pour la première fois. On fait toujours son petit effet. Je suis beaucoup plus frappé par cette manipulation du rachis qui est tout à fait, comment dirais-je, voilà, vous avez compris. Alors, chaque peau a sa propre odeur,
qui dépend des savons. Pour mémoire, je vous ai mis du chou, de l'ail, des poireaux. Chacun d'entre nous qui a mangé des asperges se rappelle de l'odeur particulière de ces urines. Eh bien, l'alimentation, et notamment certains condiments, et là en l'occurrence j'ai reproduit une photo ancienne de fabrication de beurre de karité, et si on devait caractériser la graisse de référence utilisée sur le corps des bébés dès la toute petite enfance, en cosmétique mais aussi en alimentation, avec des degrés de purification variables selon les milieux, le beurre de karité pour l'Afrique de l'Ouest est numéro 1. De la même façon que l'huile d'olive serait numéro 1 pour le Maghreb, de la même façon que le beurre de cacao ailleurs, l'huile de moutarde encore ailleurs. Donc chaque système, en fait, construit une odeur corporelle, qui est ensuite renforcée par l'alimentation, puisque la sueur, le lait maternel sont imbibés de ces odeurs. Et qui, effectivement, construit le discours qui est utilisé de façon raciste, de dire qu'effectivement, l'autre ne sent pas pareil que moi. Et s'il ne sent pas pareil que moi, d'une façon tout à fait logique, c'est qu'il pue, parce qu'il n'y a que moi qui sent bon. C'est un classique que vous connaissez bien. Et ceci est donc des huiles de palme beurre de cacao, le Andropogongianus faux-vétiver en Afrique de l'Ouest, c'est le camare, ces racines qu'on met dans l'eau et qui parfument, et qui vont aussi passer en transplacentaire, qui vont passer dans les différents éléments corporels. L'odeur de la peau, etc. Donc, je vous ai mis également différents types de savons locaux. Tout le propos s'inscrit sur le discours habituel, ça c'est la diapo que je passe à tous mes exposés, à tous mes cours, pour montrer que là où nous construisons une sémiologie et une nosologie dont la dermatologie est un des signes qui constituent des syndromes, prenons le Kaposi, je ne vais pas vous dire des choses aussi évidentes. De l'autre côté, à la fois au niveau des cultures populaires et au niveau des cultures savantes, on a aussi des sémiologies et des nosologies qui ne se rencontrent pas forcément. On le reverra rapidement plus tard, mais par exemple, le zona, dans certaines régions d'Afrique centrale, est souvent rentre dans une entité plus globale qui est en rapport avec la foudre, le tonnerre. Ailleurs, ce sera avec l'arc-en-ciel. Et c'est ce sur quoi je prosélyte, si j'ose dire, depuis toujours, c'est comment peut-on faire une pédagogie si on ne tient pas compte des représentations de ce que mon interlocuteur a dans la tête. En tout cas, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a amené à associer l'ethnologie à la médecine. Donc, l'hygiène, il n'y a pas de monopole de l'hygiène dans le système biomédical. Et là où nous proposons une réponse de type statistique épidémiologique, pourquoi moi, à cette heure, j'ai telle maladie, tel symptôme, les systèmes de représentation de la maladie et du malheur en général autochtones vont chercher une causalité, mettant en cause des ruptures d'interdits, la volonté divine, mais en général la volonté divine c'est plutôt un diagnostic d'attente qu'on dit aux gens parce qu'on ne peut pas leur raconter qu'on pense que c'est l'oncle paternel qui est le sorcier, qui est responsable de l'affaire, ça on n'en parle pas forcément vis-à-vis de tout le monde, mais des modèles de causalité, mettons donc en fait les jaloux, les ennemis, les malfaisants, les esprits dévoreurs, des esprits non humains, djinns, mamiwata, diables, ancêtres, etc., plus des histoires de retournement de fétiches. À ceci s'associe, au-delà de ces cultures qui sont régionales, locales, s'associe maintenant une culture mondiale de sémiologie et de nosologie en rapport avec ces films que vous connaissez sur les épidémies, les représentations des maladies, les morts vivants, et qui apportent maintenant une couche supplémentaire et qui fait qu'il y a un réservoir de causalité disponible extrêmement importante. Et par ailleurs, c'est un thème classique en anthropologie, ces modèles de causalité servent aussi des intérêts. Ce n'est pas la même chose d'accuser la belle famille, les voisins ou un esprit de la brousse. Article paru en 2003 de Gatzé et collaborateurs sur des chéloïdes géantes post-varicelles, particulièrement impressionnantes. Cet enfant, une photo ancienne de cet enfant qui touche les scarifications de sa mère. Et là aussi, il faut ces scarifications donc esthétiques. On utilise les propriétés de. On ne dit pas que
je ne sais pas si on dit kéloïde, enfin de kéloïdes fréquentes pour obtenir des effets jugés esthétiques dans le système, et en sachant que ces scarifications esthétiques sont également des éléments érogènes, notamment des scarifications lombaires qu'on touchera pendant l'acte sexuel, mais ce sont aussi ces cicatrices qui restent à la surface de la peau, que ce soit dans ce système ou que ce soit dans un autre système, parmi les premiers éléments que le petit enfant va toucher dans le rapport avec sa mère. Et avec des cicatrices, certaines sont esthétiques, mais où seulement une partie de l'histoire qui accompagne ces cicatrices va être donnée à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne lui dira pas forcément que la cicatrice que maman a sur la main et qu'elle te dit que c'est quand elle était, là je pars en système européen, que quand elle était petite, à son époque, il y avait des bouillottes et qu'elle a été brûlée parce qu'elle est née prématurée. Et pourquoi elle est née prématurée, ça on le gommera, ça fait partie des secrets de famille, c'est-à-dire à une cicatrice relevant d'un accident peut être associé un secret de famille, et là-dessus je pourrais développer ultérieurement un travail sur les psychopathologies transgénérationnelles où les secrets se transmettent à l'insu du plein gré, à l'insu du plein gré. Et donc également, c'est une notion tout à fait importante, et on verra dans une diapositive suivante le nom de... non, c'est en bas. L'équipe du docteur Balogun, par exemple, les scarifications traditionnelles chez les malades neurologiques au Togo, dans un article de la Patexo, montraient que certaines cicatrices très localisées de scarification dans le cou étaient la mémoire de phases épileptiques en rapport avec une endémie parasitaire liée au porc très fréquente dans cette région. Et l'idée, c'est que la peau, l'enveloppe cutanée l'enveloppe de la peau, c'est non seulement la mémoire de l'histoire de vie des personnes, mais c'est aussi un dossier, dans ce type de culture, c'est aussi un dossier médical, que ce soit la cicatrice d'abcès, froid, de tout ce que vous voulez, ou de séquelles d'une maladie quelconque, que ce soit les restes des traitements, pensez aux scarifications qu'on retrouve en regard des splénomégalies, et leur répétition, leur ancienneté, va dans des sociétés sans dossiers médicaux, va vous informer de façon tout à fait précise. Ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est, alors bien évidemment, les scarifications, tatouages et toutes les pathologies infectieuses associées, hépatite et compagnie, que vous connaissez très bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment penser l'efficacité de ces scarifications. Au-delà, bien évidemment, de toute efficacité pharmacologique. Ce n'est pas parce que vous mettez sur un broyat de charbon végétal, enfin d'os ou de végétaux carbonisés avec du chlorure de potassium et de l'huile de palme et que vous appliquez sur une scarification superficielle que ce n'est pas en termes de principe pharmacologique qu'on peut penser l'efficacité. Et je vais donc vous montrer ce document. Vas-y, Toto. Alors, là, il s'agit d'une vieille femme, Madame Massiki. Nous sommes chez les Aka de République centrafricaine. C'est une société que j'ai suivie pendant 30 ans, enfin, des campements que j'ai suivis pendant 30 ans, et en fait, qui s'est fait une entorse, une fracture du poignet, quelque chose. Et en fait, vous voyez qu'on va la scarifier au-dessus de la zone. Là, ce que vous devez remarquer, c'est que, alors que c'est une scarification au rasoir, on s'est tous coupés légèrement avec un rasoir, c'est absolument pas douloureux, on est déjà dans une manifestation de représenter que rien que la scarification, c'est extrêmement douloureux. Et puis, la pâte remède que tu as appliquée, c'est un peu comme de l'alcool sur une coupure de rasoir, c'est tout à fait insignifiant, même si ça dure un peu plus longtemps. Même chose pour une enfant qui est jugée trop maigre, où on voit son cœur battre, et où dans le système, il importe de lui faire des scarifications qui en général sont en rapport avec une réparation de rupture d'interdit alimentaire où la mère ou l'enfant a consommé une nourriture qu'il n'aurait pas dû consommer, et c'est les manifestations de l'animal qui vont provoquer cette maladie. Ce que je voudrais ensuite vous montrer surtout, c'est une autre caractéristique qui vous explique bien le ressenti, si vous voulez, avec, dans l'image, vous allez voir, Mbonga, qui est dans la même famille, a des infortunes à la chasse, et on lui prescrit donc de se faire scarifier l'épaule pour qu'à la fois il ait la chance, que ça tape juste, avec efficacité, etc. Et vous allez voir ces mimiques faciales au moment... Vas-y. Alors, la scarification, lui, il reste imperturbable. Ça, c'est pas douloureux. Enfin, c'est pas douloureux. Là, on est dans la deuxième phase, qui est l'extraction matérielle et symbolique du mal, où le guérisseur
tire le mauvais sang et éventuellement il montrera une pierre, un caillou qu'il a retiré par une façon, on verra ça dans la vidéo suivante. Et surtout, là, il applique un produit là, qui n'est pas un charbon, mais qui est un peu caustique. Et regardez l'expression du visage, le sentiment comme une espèce de shoot qui vous envahit, et de sensations qui envahit l'ensemble de son corps, et de ressenti de ressenti de bénéfice. Et ce n'était pas en rapport seulement avec la caméra si le gars exprimait ça. Toujours dans ces catégories de la peau, et en rapport avec les guérisseurs, vous n'êtes pas sans avoir rencontré un patient en Afrique qui vous a expliqué « Docteur, attends, il faut que j'enlève mon amulette, sinon tu ne vas pas pouvoir me piquer, ou tu ne vas pas pouvoir, ou tu vas tomber malade, ou tu vas souffrir. » Et là, on est chez un guérisseur très connu de Joal, au Sénégal, M. Diop Gedge Diminu, par ailleurs qui fonctionne dans ses séances de guérissage en transalcoolique, c'est assez impressionnant, et qui fait un numéro pas très réussi pour montrer comment, effectivement, il a ce blindage qui fait que aucun fer, aucune mauvaise parole, aucun mauvais vent ne peut pénétrer son corps. Et sur Internet, j'aurais pu vous montrer des démonstrations relevant de l'illusionnisme classique, très impressionnantes, y compris le gars qui vous tire dessus avec un fusil et vous attrapez la balle dans les dents. Enfin bon, ce sont des grands classiques, cette notion que le corps peut être blindé comme une armure, comme les héros de l'Antiquité, les héros grecs dans la guerre de Troie, sauf le talon qui n'était pas protégé. Et ces processus d'extraction, donc de traverser la peau sans effraction, on va les retrouver également dans la cure des maux d'une femme enceinte, dans cette région de l'épigaste, très valorisée dans le système Aka, où le guérisseur là, arrive avec un bouchon de feuille dans lequel il va tordre son doigt, pénétrer, faire extirper le mal, aller le jeter avec un grand égout dans les ordures derrière la maison. C'est-à-dire que ces souillures qui sont extraites du corps par ces processus sont toujours jetées à l'extérieur du campement, donc avec une pédagogie en même temps de ce qui est fait, une démonstration tout à fait évidente. Voilà, il va dans la limite, sur les tas d'ordures sèches qui se trouvent juste derrière la maison, déposer. Et puis, ça va fonctionner aussi dans des logiques plus impressionnantes. Là, il s'agit d'un des guérisseurs de l'Obaye qui a repéré qu'il y a une pierre qui a été lancée sur le front par des mauvais ennemis, des génies ou des sorciers sur le front de Mazobélé qui se trouve ici, et qui indique cette pierre. Et là aussi, aidé par son assistant qui va lui apporter le bouchon de feuilles de bananier dans lequel vraisemblablement est planquée la pierre qui va extraire du front de ce monsieur, en passant par Mondoua, le guérisseur que vous avez vu avant, pour bien montrer qu'on est objectif, mais qui est tout à fait... Il y a une complicité interprofessionnelle sur ce genre de pratique. Et donc on attache le bracelet. C'est la même chose que les guérisseurs philippins, chirurgiens au main nue, qui plongent les mains dans votre ventre et en retirent des espèces de produits dégoûtants, ou au contraire, qui plongent un coton imbibé de fluide des prières qu'il a récitées. Et là aussi, comme toujours, ce sont des pratiques d'illusionnisme. Par contre, ces pratiques d'illusionnisme sont d'une très grande efficacité, touchent des ressorts de la psychologie humaine individuelle et sociale depuis les débuts de l'origine de l'humanité. Là, ce sont des photos pour vous montrer le caractère bizarre. Ce sont des femmes dans le même campement Aka qui jouent entre elles à mimer une histoire de guérisseur qui va à cracher la pierre sur une feuille. C'est-à-dire que les gens ne sont pas plus bêtes que nous, mais c'est un peu, je dirais, comme autrefois sur le cancer, quand on ne disait pas le cancer au malade, mais que le malade le savait très bien. Mais il y a en tout cas, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, alors je vous fais échapper la cure des puces chics, avec un grand couteau, avec une habileté extrême, beaucoup mieux que chez nous, à chaque fois que j'ai eu des puces chics. Si j'ai eu le malheur d'en ramener en France, c'était une catastrophe. Là-bas, ça prenait 2 secondes. Donc, une diapo qui résume cette extraction matérielle et symbolique du mal ou de l'efficacité de l'illusionnisme. Et ceux que ça intéresse, j'ai un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, rapidement, la dracunculose, la représentation qu'il y avait au Sénégal oriental, c'est que c'était des œufs qui venaient avec la pluie qui est tombée dans les mares et qui faisait que,
qui expliquait l'épidémie. La lèpre, on va retrouver dans certains systèmes des rapports sexuels qui ont eu lieu pendant les règles, de même que pour les vitiligo et des affections de ce type-là. On va retrouver la notion en Afrique centrale de piétinement de l'emballage de manioc de Chikwang. On va retrouver ailleurs, bien évidemment, des agressions sorcellaires diverses et variées. Et les problèmes qu'on a, par exemple, chez ceux qu'il ne faut plus appeler au nom du politiquement correct pygmées, mais autochtones du Congo, c'est qu'en gros, on a un problème d'observance majeur. Les modèles de causalité autochtones prédominent sur les explications qu'on peut donner, et les observances de ces traitements au long cours sont extrêmement médiocres. Vous avez aussi ici un lichen plan, je ne vais pas développer, mais le gars en question, quand on a été voir une devineresse, et c'est ça qu'il faut penser, c'est ça que je veux vous faire passer, c'est qu'une affection qui nous paraît humiliante, dégradante, vous amenant en bas de l'échelle sociale, comme un certain nombre de handicaps, dans ces systèmes de pensée, peut être au contraire un signe d'élection des dieux, et donc amener à une élévation du statut social. Et ce malheureux, qui par ailleurs est décédé quelques temps plus tard, la devineresse lui avait dit qu'il était béni de Dieu et qu'il irait au paradis. Il y avait tout un jeu de compensation et qu'on se devait de lui faire des offrandes. Je terminerai sur les collaborations, notamment médecine traditionnelle, médecine moderne, et notamment dans le domaine des ulcères phagédéniques et des plaies chroniques. C'est-à-dire l'accès au dispensaire fait qu'on va vous faire un pansement, si on a absolument magnifique. Simplement, on sait très bien qu'il y a des phases où les pansements doivent être changés très très régulièrement, faute de quoi, tous les 15 jours, ça sert strictement à rien. Et là, je vous ai déjà fait mon topo sur la prise de conscience des auto-attouchements et trouver des moyens pour faire prendre conscience de ces auto-accouchements et les éviter. L'autre élément, c'est que sur ces plaies, quand on n'a plus de gaz, quand on n'a plus différents produits, les décoctions de feuilles de plantes médicinales locales, et soyons clairs, qui dans une très grande majorité ont des contenus pharmacologiques très 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 faibles, voire médiocres, pas de contenu pharmacologique, à partir du moment où ça a été bouilli, que j'ai un emplâtre de feuilles, je vais avoir un pansement stérile. Et même s'il n'y a pas de moyen, moi mon souci c'est toujours de répondre à une demande là où il n'y a pas de docteur, là où il n'y a pas de moyens, en me projetant comme père de famille, si je n'avais pas de biogaz de différents produits, comment je me débrouillerais si mes enfants étaient atteints. Et là on obtient des combinaisons tout à fait intéressantes avec ces emplâtres traditionnels recouverts ensuite par des feuilles, par un chiffon propre, tout ce que vous voulez, et cette prise de conscience de la façon de ne pas souiller la plaie. Là, je voulais montrer Jib. Écoutez, je vais m'arrêter là, puisque tu m'as donné le signal. En vous remerciant. L'idée, c'était de vous proposer, si vous voulez, dans un exposé bien évidemment insuffisant, qui ne couvre absolument pas tous les champs, mais vous proposer des décalages de regard. C'est le rôle de l'anthropologie, comme d'autres disciplines de sciences humaines. Je vous remercie.